Peut-on graduer la barbarie lorsqu'elle est perpétrée à l'échelle d'un État et même de tout un continent? C'est ce que le tribunal de Nuremberg essaye tant bien que mal de faire après 1945, en créant spécialement l'expression crime contre l'humanité pour désigner l'assassinat ciblé des populations civiles jugées indésirables, en particulier la population juive. Mais les mots ont un sens. Crime contre l'humanité signifie aussi que les prévenus sont accusés d'avoir corrompu la société humaine, d'avoir mis intentionnellement des citoyens à la base honnêtes et sains d'esprit dans une situation abjecte où ils n'avaient pas d'autre choix que de participer, d'être complices à un crime dont toute l'horreur sera révélée à la fin de la guerre. Le conditionnement des masses fait partie du complot nazi. C'est pourquoi la notion de crime contre l'humanité englobe non seulement les victimes mais aussi leurs bourreaux. Car pour les deux, on a retiré sciemment ce qu'ils faisaient d'eux, des êtres humains. Sans la découverte des camps nazis, des photos, des enregistrements filmiques, des chambres à gaz, des monticules de cadavres, des usines de recyclage de la peau, de la graisse humaine pour en faire des abat-jours, du savon. Mais aucun esprit assez tordu aurait pu imaginer tout cela, même avec tous les témoignages écrits, oraux à l'appui. Le rôle de l'historien est de rappeler, non, de marteler que ce genre de choses a un jour existé et qu'il n'y a pas de retour possible en arrière. La folie des hommes a désormais un visage, non pas celui d'Hitler, ni sa croix gammée, mais c'est le visage de la déshumanisation qui a été filmé, photographié, capturé à un moment précis. Alors certains me diront, à juste titre, des scènes d'horreur comme ça, il y en a eu bien avant. A-t-on fait des Nuremberg pour le goulag russe, pour l'esclavage des peuples colonisés en Afrique, pour les atrocités commises en masse en Asie, en Amérique, en Australie? Alors que répondrait l'historien? Qu'il faudrait plein de petits, moyens et grands Nuremberg pour que tout le monde se mette d'accord? Ridicule. Il n'y a pas besoin que chacun ait son Nuremberg, et je pense qu'il faut résoudre à tout prix ce malentendu historique qui persiste jusqu'à maintenant comme un cancer. Nuremberg ne s'applique pas seulement aux populations juives. Ce tribunal a toujours eu la vocation d'être un symbole universel de la dénonciation de ce qui se fait de pire contre l'humanité. L'Holocauste reflète un tel degré de déshumanisation qui sort complètement du cadre historique juif et rejoint l'histoire universelle. Toutes les petites filles se reconnaîtront dans le journal d'Anne Frank, alors même qu'elles ne parlent pas la même langue. Depuis le procès de Nuremberg, les photos, les vidéos, les témoignages, cette partie de l'histoire juive est devenue le porte-drapeau de tout crime contre l'humanité et qui peut être commis n'importe où dans le monde, contre des populations ciblées par des politiques à cause de la couleur de peau, la religion, les choix politiques, ou même à cause de l'âge, l'appartenance sexuelle, un handicap. Toutes ces populations invisibles qu'Hitler voyait aussi comme des sous-races. Dans le camp à Auschwitz, 4 millions de personnes ont été exterminées et parmi elles se trouvaient des centaines de milliers d'enfants, nourrissons comme adolescents. Les enfants nés au camp étaient retirés à leur mère puis éliminés. On sait que les femmes enceintes arrivant au camp étaient forcées à accoucher prématurément. Les Russes ont retrouvé vivants 180 enfants dont 52 n'avaient pas 8 ans. Ils ont survécu car ils devaient servir d'expérience médicale menée par des médecins nazis.
Les enfants n'avaient ni prénom ni nom, seulement des numéros tatoués sur le bras. D'autres camps délaissés par les nazis, des enfants étaient retrouvés vivants mais estropiés dû à de mauvais traitements. Certains avaient les pieds gelés, car les Allemands les obligeaient à rester debout dans le gel. Une fillette a notamment passé toute une journée entière les pieds nus, dehors. On fait sur les jeunes gens des expériences de castration, de stérilisation selon différents procédés. Sur les territoires occupés dans le centre de l'Europe, puis libérés, après 1941, les Russes ont aussi découvert des atrocités commises sur la population des enfants slaves. Quelques jours avant de quitter Osipenko, les Allemands ont procédé à des exécutions en masse. Ils fauchaient femmes, enfants, vieillards, tous ceux qui n'avaient pas le temps de se cacher. Ici ont été retrouvés le corps de 245 enfants. Certains ont le crâne brisé. Hitler s'en prendrait-il particulièrement aux enfants? Le cas de la France peut nous éclairer. La France a été occupée par les Allemands pendant presque la totalité de la durée de la guerre, c'est-à-dire pendant près de 4 ans. Divisée en deux, la partie nord était occupée et la partie sud est restée libre. Durant cette période, des milliers de familles juives françaises ont été déportées, mais l'évacuation des enfants vers les camps d'extermination a fait l'objet d'un plan bien plus machiavélique. Je cite: « Et les enfants, pourquoi avez-vous tué les milliers d'enfants ? S'ils avaient grandi en sachant que nous avions éliminé leurs parents, ils seraient devenus des ennemis de l'Allemagne. Et comme nous voulions une sécurité à long terme, il nous fallait les tuer aussi. » Fin de citation. Les dignitaires nazis cherchent à se cacher derrière des motifs de sécurité nationale, alors que le procès les accuse d'enlèvement, de déportation, d'actes de torture envers une population absolument sans défense. Et la rafle du Veldiv montre en effet que ces opérations n'ont strictement rien à voir avec un plan de sécurité antiterroriste. Je cite: « En juillet 1942, près de 14 000 Parisiens ont été arrêtés par la police française et pour une large majorité rassemblés au Vélodrome d'hiver, pour la seule raison qu'ils étaient juifs. Parmi eux, de nombreux enfants. Plus de la moitié des 11 400 enfants juifs déportés depuis la France entre 1942 et 1944 auront été des petits Parisiens. Si les Juifs de nationalité française ne sont en principe pas concernés par ces arrestations, les enfants font exception. Le plus souvent nés en France et à Paris, la majorité des enfants juifs sont français, considérés par la préfecture comme des citoyens de papier, et afin de pouvoir les arrêter, ils sont traités comme des étrangers. La rafle conduit à l'arrestation de 4115 enfants. Les adultes et les adolescents sont envoyés à Drancy. Les familles sont internées au Vélodrome d'hiver, enceinte sportive du 15e arrondissement, qui donne aujourd'hui son nom à cette rafle. Les conditions d'hygiène et de vie dans l'enceinte du Veldiv sont déplorables et les autorités préfectorales ne montrent aucune pitié. Les épidémies touchent quelques 300 enfants, dont plusieurs mourront dans les jours qui suivent. Fin de citation. Que sont devenus les réseaux de l'Union internationale de secours aux enfants en France, sous l'occupation allemande? Comment les enfants ont-ils été protégés de la solution finale? Intéressons-nous d'abord à la situation des enfants juifs au moment de l'arrivée des Allemands en France. Je cite: « À la veille de la Seconde Guerre mondiale, la population juive de France est estimée à 320 000 membres. Elle est très diverse. Un tiers de ces membres sont nés en France, les autres sont des immigrés, dont un tiers sont devenus français par naturalisation. Ces hommes, ces femmes et parfois ces enfants viennent essentiellement de l'Est de l'Europe, notamment de Pologne, mais également du pourtour méditerranéen. Ils ont quitté leur pays pour fuir les persécutions antisémites ou améliorer leurs conditions de vie. À l'automne 1938, la nuit de cristal fait suite à l'exclusion progressive des Juifs de la société allemande. Gigantesque pogrom à l'échelle du Reich, elle ne laisse plus aucun espoir aux Juifs d'Allemagne qui tentent de fuir à tout prix.
Les adultes cherchent en vain à obtenir des visas auprès des États-Unis ou des pays de l'ouest de l'Europe. Les enfants reçoivent un meilleur accueil. Des Kindertransports, c'est-à-dire transports d'enfants, permettent l'immigration en Grande-Bretagne de 10 000 d'entre eux, au prix toutefois d'une séparation forcée avec leurs parents. Quelques enfants trouvent également refuge en France. Fin de citation. Le recensement des populations juives sous le régime de Vichy n'est pas sans rappeler que le système en cas de guerre d'identification des familles est appliqué par le réseau de l'Union internationale de protection de l'enfance au même moment dans toute l'Europe. Voyons d'abord en quoi consiste la méthode d'identification vichiste en 1940. Je cite. Dès 1940, la préfecture de police met en place un service des affaires juives qui utilise le recensement pour fabriquer un fichier d'enfants. La majorité légale est 21 ans, mais c'est à 16 ans que les juifs cessent d'être des enfants. La 8e ordonnance allemande du 28 mai 1942 impose le port de l'étoile jaune aux juifs de zones occupées, y compris aux enfants dès lors qu'ils ont plus de 6 ans. Les étoiles sont remises à chaque juif par la préfecture de police. La révolution nationale, promise par le gouvernement de Vichy, souhaite en effet protéger la jeunesse française de l'influence juive. L'État français limoge tous les enfants juifs. Jusqu'en juillet 1942, la police parisienne arrêtera les enfants. Ils arrêteront d'abord les écoliers. Fin de citation. Et maintenant, voyons la méthode d'identification en cas de guerre appliquée en Suède en 1950. Je cite. En 1950, Rada Barnen a suggéré au gouvernement que des dispositions soient prises pour que tous les enfants de moins de 6 ans soient pourvus d'une médaille d'identité. Le Conseil de la défense civile a établi un modèle d'un petit écusson national. La place nécessaire est réservée pour graver tous les renseignements indispensables pour l'identification du porteur. Le département royal de la santé et le département royal de l'éducation appuient ce projet et ont même pris les mesures nécessaires pour faciliter une distribution étendue de la médaille par l'intermédiaire des organismes sous leur contrôle. On prévoit également que le corps enseignant, les directeurs de maternité et de centres de protection maternelle et infantile collaboreront activement. Il est prévu qu'elle ne sera pas portée en temps de paix. Il s'agit là d'une mesure préventive de défense. Fin de citation. Si l'on compare les deux systèmes d'identification des enfants suédois et celle qui est appliquée pour les enfants juifs sous le maréchal Pétain, qu'observe-t-on ? Les enfants juifs doivent porter l'étoile jaune en temps de paix pour être mis au banc de la société française, tandis que les enfants suédois arborent un petit écusson national pour ne pas devenir apatrides en temps de guerre. De même que ces deux insignes ont tous deux vocation à protéger la nationalité d'une jeunesse, en incluant l'une et en excluant l'autre, les écoles françaises deviendront sous l'occupation allemande des pièges nazis pour déporter méthodiquement des milliers d'enfants juifs vers les camps de la mort, et ce, avec le concours de tout le corps enseignant. L'exemple de la France occupée qui détruit sciemment le système d'identification des familles en cas de guerre fait écho aux difficultés rencontrées en Allemagne, ainsi que dans tous les autres pays conquis par le Troisième Reich, pour retrouver les enfants et les rendre à leur famille après la guerre. Je cite, « L'exemple tragique du défaut de mesures préventives, soit la situation en Allemagne pendant la guerre, est décrite en détail. On estime en effet qu'environ 195 000 enfants ont été perdus. Et d'après une déclaration officielle très récente, le nombre de ceux qui n'ont pas encore été retrouvés s'élève 10 ans après la fin de la guerre à environ 17 000. Si les services allemands de recherche institués alors que la catastrophe s'était déjà produite ont certainement donné des résultats quand même satisfaisants, ils ont dû travailler dans des conditions excessivement précaires et difficiles, alors que l'identification faite à temps aurait permis d'éviter ces répercussions affectives, psychologiques et sociales aux conséquences si dommageables que toute disparition ne manque pas de produire sur les enfants, sur leurs parents et dans toute la collectivité. Fin de citation. Des populations de milliers d'enfants européens ont ainsi volontairement été dépourvus de la protection internationale. 20 ans de coopération pacifiste et laborieuse
des dizaines de milliers d'agents travaillant main dans la main sur le terrain ou bien dans des bureaux à théoriser l'effet des bombes et de son mode de dispersion en cas de guerre. Ce détournement de l'administration s'est effectué sans grand heurt pendant le temps de la colonisation, car cette période est considérée à tort comme un temps de paix pour les enfants, car tout était là, les réseaux, les points de rassemblement, les circuits d'évacuation, l'identification des familles. Hitler n'avait plus qu'à se servir et à détourner le dispositif vers un autre but, la solution finale. Difficile donc de se cacher derrière un argument comme la sécurité nationale, après tout cela. Même si la déportation des Juifs s'est faite grâce à la collaboration des Français qui adhéraient aux thèses nazies, les convois d'enfants font l'objet de plus d'attention car les autorités craignaient en permanence des émeutes. Je cite, « Dans un premier temps, seuls les adultes et les adolescents sont déportés. Les pères et les mères sont séparés de leurs enfants et partent directement pour Auschwitz. Les enfants de moins de 13 ans restent seuls. À partir du 15 août, affamés, sales et inconsolables, les enfants du Veldiv encore vivants sont progressivement transférés à Drancy afin de maintenir l'illusion, non l'extermination mais le travail. Les Allemands prennent soin d'éviter des convois composés exclusivement d'enfants. À Gare, les enfants du Veldiv arrivent donc à Drancy pour y être déportés avec des adultes. » Fin de citation. Tout comme dans le cas des Paracuellos sous le général Franco en Espagne, la rafle du Veldiv est l'un de ces événements typiques qui remettent en question la protection de l'enfance en cas de guerre. Les limites de cette planification sont relatées pour la première fois en 1942 lors d'une réunion du comité de la Croix-Rouge. Les différents membres présents font face à un choix cornélien. Doit-il renoncer à leur neutralité pour faire cesser toutes ces déportations? Le débat s'ouvre à huis clos le 14 décembre 1942. Je cite, « Si lors de sa séance du 14 octobre 1942, le comité a décidé de ne pas agir, c'est que la majorité de ses membres a préféré une intervention discrète à l'appel public. Cependant, le comité ne prend pas l'initiative de concrétiser une telle intervention. En effet, Burkhardt ne répond pas à l'invitation de Himmler faite à la fin de l'année 1942 de le rencontrer. Si ce dernier reçoit une telle invitation, c'est que Himmler voudrait se renseigner sur son acceptabilité de la part des Occidentaux. » Fin de citation. Face au choix du silence de la Croix-Rouge internationale pour préserver leur neutralité, de nouveaux réseaux se constituent progressivement autour des enfants juifs. Des réseaux de résistance qui s'informent sur le devenir des enfants dans les camps dits de travail nazis. Je cite, « L'été 1942 change la vie du camp. Au cours du mois d'août, 4000 enfants passent par Drancy, parfois pour quelques heures seulement, avant d'être déportés pour Auschwitz. Le camp devient un camp de transit où la présence d'enfants est désormais permanente. Des enfants meurent et des bébés naissent à Drancy. En juin 1943, le SS Aloy Brunner reprend la direction du camp. Les gendarmes ne gardent plus que l'extérieur. Drancy devient officiellement un camp de concentration. Sa principale raison d'être est l'organisation de convois de déportation. Avant chaque départ, les partants sont fouillés et leurs maigres possessions saisies. Tel est le quotidien des enfants. Fin de citation. Si la rafle du Veldiv a pu nous être restituée aujourd'hui aussi nettement, c'est grâce aux témoignages des enfants eux-mêmes, constitués à partir d'écrits raturés ou encore de dessins qui ont été pris au sérieux par les adultes. Ces témoignages ont permis de poser une réalité historique, là où d'autres n'auraient vu que de la fantaisie. D'ailleurs, rappelons au passage que le mot français « enfant » vient du latin « infans », qui signifie « sans voix ». Par extension, un enfant est un être dont la parole ne pèse rien. Aussi, le fait que les historiens ont accepté à un moment donné de prendre en compte les témoignages des enfants qui ont vécu dans les camps de la mort est une percée dans l'historiographie. Comment reconstitue-t-on une mémoire collective à partir de témoignages d'enfants ?
Je cite, « Dans l'immédiat après la guerre, dans l'espace public, comme souvent au sein des familles, les enfants peinent à se faire entendre. N'ont-ils pas eu la chance de survivre ? 30 ans plus tard, c'est d'abord en tant qu'orphelins qu'ils prennent publiquement la parole. En 1979, l'association des fils et des filles de déportés juifs de France est créée. Un recueil de témoignages est publié. Son titre est évocateur. Je ne lui ai pas dit au revoir. Il faudra toutefois attendre 10 ans pour que ces mêmes individus s'expriment, en quelque sorte aussi pour eux-mêmes. » Fin de citation. Compte tenu de la situation de détresse dans laquelle se trouvent les enfants juifs en France à partir de 1939, avec la mise en place du régime de Vichy, des réseaux clandestins vont commencer à voir le jour. Plusieurs associations juives comme les Éclaireurs israélites de France, l'œuvre de secours aux enfants, la rue Amelot, se regroupent autour de l'Union générale des Israélites de France pour aider les enfants persécutés. Les Éclaireurs israélites de France font placer discrètement un certain nombre d'enfants dans des familles d'accueil ou bien chez des nourrices en enregistrant leur état civil. L'American Jewish Joint Distribution Committee apportera des soutiens financiers nécessaires pour subventionner tous ces dépôts d'enfants. Je cite, « Plusieurs réseaux juifs se forment de manière ad hoc pour poursuivre l'objectif désormais commun à tous, sauver les enfants. Au total, environ 1 millier d'enfants placés à un moment ou à un autre dans l'une des maisons de l'Union générale des Israélites de France auraient été dispersés. » Fin de citation. L'Union générale des Israélites de France privilégie au départ la dispersion des enfants dans des familles d'accueil pour mieux pouvoir camoufler leur identité. Elle établit des centres spécialement pour y regrouper les enfants, mais à partir de 1941, les autorités se doutant de quelque chose vont dissoudre tous les réseaux de résistance juifs. Les enfants découverts dans ces établissements et dont les parents sont déjà détenus par les autorités sont livrés à la police. Certains responsables comme Joséphine Guetting sont déportés pour avoir aidé l'évasion des enfants en zone libre. Je cite, « À partir de 1943, la concentration des enfants dans des lieux clairement identifiables devient de plus en plus risquée. La rafle des 10 et 11 février 1943 débute ainsi par l'arrestation de 42 enfants, dont 28 dans les centres Lamarck et Guy Patin. » Pas de citation. L'Union générale des Israélites prend la direction du foyer rue Lamarck à Paris, dans le 18e arrondissement, où la police y rassemble des enfants depuis le mois de juillet 1942. Sur les 1500 enfants qui y séjournent, le GIF en fera évader un certain nombre en changeant leur registre d'état civil. D'autres foyers d'enfants se constituent sur le modèle du foyer rue Lamarck. Je cite, « En mai 1943 est ouverte la maison d'Isieux, cette colonie d'enfants réfugiés. Pour certains, le séjour à Isieux constituera une étape avant une mise à l'abri dans une famille non juive. Pour d'autres, il s'avérera fatal. » Le 6 avril 1944, sur ordre de Klaus Barbie, chef de la Gestapo dans la région lyonnaise, les 44 enfants, dont le plus jeune n'a pas 5 ans, sont arrêtés. Ils seront tous déportés à Auschwitz. L'étau se resserre sur des foyers désormais considérés par les Allemands comme un vivier pour remplir les convois de déportation. Fin de citation. Aux yeux des autorités, les écoles ou les foyers d'accueil accélèrent les procédures de déportation des enfants. Par exemple, l'orphelinat Rothschild fermera ses portes quelques jours après une rafle. Cet événement est encore présent dans ces registres, de même que les feuillets du registre de l'école communale de la rue des Hospitalières Saint-Gervais dans le 4e enregistre sur l'ensemble de la période 1940-1944 260 enfants juifs scolarisés dont certains figurent déportés. Les associations juives essayent par tous les moyens d'éloigner les enfants de la zone parisienne. Elle les fait disperser dans des lieux où leur identité peut être dissimulée au risque de perdre totalement de vue l'enfant. Toutes ces mesures d'évasion des enfants sont prises en urgence, contrairement à celles de la protection en cas de guerre. Le réseau de résistance improvise des solutions de rechange selon où se font les descentes de la police. Les enfants juifs se retrouvent ainsi progressivement incorporés à la population française sous de fausses plaques d'identité. Je cite, « Les enfants sont convoyés dans les départements limitrophes de Paris, puis peu à peu dans l'ensemble de la zone nord.
Des pensions sont versées aux nourrices pour qui ces nouveaux arrivants ne sont pas différents de ces petits Parisiens qu'elles ont l'habitude de recueillir. Entre 1941 et 1944, le comité OSE et la rue Amelot prendront chacun en charge 500 et 1000 enfants juifs parisiens. Fin de citation. Le réseau international de la protection se ramifie à mesure que s'accroît la menace nazie. Des foyers juifs, les enfants passent à des structures non juives, des écoles publiques, des colonies vacances, des orphelinats chrétiens, etc. La solution la plus viable reste encore celle du placement familial, car l'enfant y est protégé par les membres de sa fausse famille. Les associations juives, à force de retranchement, adoptent finalement les mêmes stratégies que la protection civile internationale en cas de guerre, mais pour lutter cette fois contre les méfaits du temps de colonisation. Le réseau de protection juive part de France pour s'étendre au-delà des mers jusqu'aux États-Unis. Il prend la direction des structures d'accueil de l'enfance pour en extraire les enfants juifs et les évacuer en zone libre. Je cite, « Du fait de la nature isolée et clandestine de leurs gestes, le rôle des Parisiens et Parisiennes est moins documenté que celui des réseaux organisés. En effet, à compter de la rafle du Veldiv, au-delà de l'action des œuvres juives, des réseaux de sauvetage se créent, interconfessionnels, laïcs, catholiques ou encore protestants. Ils vont permettre à leur tour la survie de nombreux enfants juifs parisiens. Le mouvement national contre le racisme est l'un d'entre eux. Créé en 1941, prolongement interconfessionnel de solidarité issu de la branche juive, il lutte d'abord sur le terrain idéologique et cherche à informer le plus grand nombre sur la réalité génocidaire de la déportation et appelle la population parisienne à aider en premier lieu les enfants. Fin de citation. Les réseaux de regroupement et de dispersion des enfants ont donc été témoins sous l'occupation allemande de luttes idéologiques qui ont opposé les nazis et leurs collaborateurs aux résistants de tout horizon. Des centaines d'enfants ont pu ainsi échapper à la déportation, mais ont malheureusement été séparés à jamais de leur famille. La guerre finie, la plupart des enfants dispatchés dans des structures étrangères ont changé de nom et de religion. Beaucoup de ces enfants, précipités dans des familles d'accueil improvisées, ont gardé leur peine pour eux et ne les ont exprimées qu'à travers des récits bien plus tard, comme les poèmes qui ont été publiés en 1946 dans la revue Lendemain. Malgré les opérations de sauvetage réussies, l'histoire de la rafle du Veldiv est restée gravée dans la mémoire de nombreux enfants comme un événement très douloureux. L'expérience d'une séparation brutale, des déplacements à n'en plus finir, la perte de leur identité, de leur mémoire, de tous les repères qu'ils avaient, culturels ou religieux. Je cite, « De toutes les épreuves que, pour survivre, les enfants doivent surmonter, celle de la séparation d'avec leurs parents est la plus douloureuse. Persuader les mères et les pères de confier leurs enfants est d'ailleurs le premier défi que doivent relever les membres des réseaux de sauvetage. Cette séparation est le plus souvent soudaine, violente et incompréhensible, particulièrement pour les plus jeunes. Certains vivent comme un abandon, ce geste d'amour par lequel leurs parents tentent de les protéger. Le sentiment d'anxiété ne les quitte plus, même si, parfois, l'affection prodiguée par certaines familles d'accueil leur procure un réconfort, fût-il temporaire. Nombre de ces enfants se raccrochent à l'espoir de retrouver leurs parents à la fin de la guerre. La libération prolongera ainsi un peu plus dans le désespoir ceux qui, parmi eux, comprennent qu'ils sont devenus orphelins. Fin de citation. Dans cette première partie, nous sommes partis d'un postulat. Étudier l'évolution de la protection de l'enfance internationale en cas de guerre. Pour ce faire, nous avons passé en revue toutes les actions de secours aux enfants qui se sont déroulées en Europe dans la première partie du XXe siècle. Ce qui nous a amené à 3 étapes. La spécialisation de la protection des civils pour la population des mineurs, la séparation des enfants et des parents en temps de guerre, la ramification du réseau de la protection internationale en cas de guerre. Ensuite, nous avons vu quelles pouvaient être les limites, surtout en temps de guerre expansionniste,
et de colonisation, et nous en avons d'ailleurs dégagé quelques conclusions, dont une qui pourra intéresser tous les historiens qui m'écoutent. Prendre en compte le témoignage des enfants. Pendant que gémit mon cœur, mon père est mort, ma mère est morte. Mort la plupart de nos frères, morte la plupart de nos sœurs. Et moi qui me croyais si forte, sans volonté, je marche, j'erre, pendant que gémit mon cœur. Je voudrais hurler sur les toits toute ma haine comme un écho de mon âme qui pleure. Mort, 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 répète ma voix. Je voudrais crier tout haut pendant que gémit mon cœur. La rage dans mon âme vibre. J'ai tout perdu, l'amour, la foi. Moi qui a tous ces horreurs et échappé, enfin libre, je travaille mais sans joie, pendant que gémit mon cœur. Ils sont tous morts, me laissant une lourde tâche. Pour que survive un monde meilleur, j'ai fait un très grand effort. Je travaille sans relâche, pendant que gémit mon cœur.